Bonjour à tous et bienvenue sur État d'âme, le podcast dédié à la santé des femmes. Aujourd'hui, nous accueillons Laura, une jeune femme courageuse qui a traversé un parcours PMA, procréation médicalement assistée, pour accueillir sa fille Aline. Mais le bonheur de la naissance s'est transformé en une lutte difficile contre une dépression postpartum. Laura partage aujourd'hui son voyage de l'espoir à la guérison, un épisode émotionnel et inspirant qui vous attend tout de suite. Excellente écoute. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. État d'âme vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transportés encore plus loin par État d'âme Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront. Des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes. Avec derrière chaque histoire, un message important. Je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. État d'âme Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme. Je m'appelle Laura, j'ai 24 ans et je suis la maman de Aline qui est maintenant âgée de 8 mois. Alors, si on peut parler un petit peu du parcours PMA, j'ai commencé le parcours PMA en 2020 et il me semble que c'était en novembre 2020 jusqu'à ma première tentative qui s'est faite en juin 2022. Pour débriefer un petit peu sur le sujet, j'ai appris l'infertilité de mon conjoint juste avant qu'on se mette ensemble. Donc je savais que dans tous les cas, le parcours PMA allait être sur mon chemin. Je ne m'attendais pas à ça parce que c'est vrai qu'on se prend un coup en tant que femme. Et tout de suite, moi, quand j'étais plus jeune, je me suis tout de suite imaginé être avec mon prince charmant qui allait me faire 5-6 enfants. Moi, je voulais une famille nombreuse. Donc là, je me suis dit, ok, Laura, déjà, tu as une première étape à passer qui est la PMA. Donc l'amour a pris le dessus et après j'aime tellement mon compagnon que du coup ça m'est passé entre guillemets au-dessus et du coup on a entamé ce parcours PMA en se disant de toute façon ça marchera pas du premier coup, ça va prendre du temps, beaucoup de temps et je me suis dit même plusieurs années et à ce moment-là j'avais 20-21 ans. Donc j'étais vraiment toute jeune. C'était tout nouveau pour moi. On n'était même pas dans notre résidence principale. Donc c'est vrai que on n'était pas vraiment, entre guillemets, posé, si je puis dire. Mais on s'est dit, ça va prendre du temps. Donc on y va. Et sans en fait penser que ça pouvait arriver demain. Donc on entame ce parcours PMA en Espagne, du coup, puisque notre médecin de la reproduction qui se trouvait à Poitiers nous fait comprendre que ça allait être très long et que par contre en Espagne on pouvait avoir un don très rapidement. Donc si vous voulez on s'est dirigé vers l'Espagne. Ça a été un peu une période chaotique parce qu'il fallait être sur tous les fronts. Fallait être en même temps sur Poitiers, en même temps nous on vient d'Angoulême, donc il fallait en même temps être sur Angoulême et de l'autre côté être en Espagne. Enfin bref, on était à 3 endroits différents. Donc ça a été une période un peu compliquée, qui nous prenait beaucoup de temps. Donc on a fait cette première insémination en Espagne, à Bilbao exactement, qui s'avérait être par la suite négatif. Donc là tout de suite, ça a été l'hécatombe, puisque moi, j'ai toujours rêvé d'être maman. Depuis, je pense, l'âge de mes 17-18 ans, être maman pour moi, ça a toujours été quelque chose en fait que je voulais aboutir, quelque chose qui me tenait à cœur, et je me suis dit mais j'ai cet instinct maternel, je
je dois être maman, quoi. C'était un rêve, vraiment, c'était un rêve. Il y a même une période avec mon conjoint où je venais à en pleurer tellement que j'étais obnubilée par le fait d'être maman. Et voilà, passer cette étape des 20 ans, je me suis dit, ok, là, il faut que je sois maman, quoi. J'ai envie d'être maman, il faut que je sois maman. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose que j'ai toujours rêvé, d'être mère. J'ai rêvé de la maternité, j'ai rêvé d'être enceinte, j'ai toujours idéalisé ce fait-là. Donc du coup, ça a été l'hécatombe, quand j'ai vu cette seule barre, alors que j'ai toujours rêvé d'en voir deux. Donc voilà, ça s'avérait négatif. Donc tout de suite, très déçue puisque on a mis énormément d'argent dans ce projet-là. Surtout beaucoup d'énergie, des disputes, tout ça. Donc évidemment, ça joue sur la vie de couple aussi. Donc là, c'est vrai que notre vie de couple à ce moment-là était un peu penchant. C'était un petit peu compliqué. Donc bref, voilà, c'était négatif. Donc là, il fallait passer à autre chose. Et ça a tellement été dur, en fait, psychologiquement, qu'avec mon conjoint, on s'est dit, là, on va faire une pause. Et on a fait une pause tout l'été, du coup. Tout l'été, et on a repris, on a changé de médecin de la reproduction, on en a trouvé un à côté de chez nous, à Angoulême. Donc ça, déjà, ça nous enlevait un poids parce qu'on n'avait plus à faire des allers-retours sur Poitiers, donc ça, c'était top. Et voilà, on a trouvé cette fameuse médecin de la reproduction, qui d'ailleurs a été incroyable, top, et c'est d'ailleurs elle qui m'a accouchée après par la suite. Je reviendrai sur ce sujet-là. Mais voilà, du coup, on a décidé de ne pas recommencer en Espagne et de rester en France, puisque ce médecin, en fait, nous a dit, il y a pas plus d'attente en Espagne qu'en France. Donc c'est vrai que tous les médecins disent différemment, donc on ne savait pas trop sur quel pied danser à ce moment-là. Donc on s'est recalé en France et on s'est dit, ça va sûrement prendre peut-être un peu plus de temps, parce qu'autour de nous, on entendait encore qu'en France, ça prenait beaucoup de temps. Donc voilà, on s'était dit tous les deux, ça va prendre du temps, plus de temps qu'on l'imaginait. Donc ça prendra le temps qu'il faudra. Et voilà, donc du coup, on laisse tomber l'Espagne, on revient en France. On s'associe à le Sécos de Bordeaux. Donc on était liés, en fait, si vous voulez, à Angoulême et à Bordeaux. Donc c'était beaucoup plus simple pour nous, une charge mentale qui s'en va. Donc voilà, c'était top à ce niveau-là. Donc on entame une nouvelle procédure de PMA, des nouvelles injections, des nouvelles piqûres, des nouveaux médicaments, un nouveau protocole qui était tout nouveau pour moi puisque j'avais pas eu ça, en fait, par la suite. Et donc, par ce parcours PMA, j'ai aussi appris que moi, de mon côté, j'avais aussi des soucis, pas d'infertilité, mais plus une malformation utérine, ce qui fait qu'en fait, j'ai un utérus qui est bicorne. Je vous laisserai regarder sur Internet parce que c'est un petit peu compliqué à expliquer. Mais il y a beaucoup de types, entre guillemets, d'utérus. Et moi, j'ai pas un utérus, on va dire, comme tout le monde. J'ai un utérus qui est, on va dire, plus petit. Donc, les médecins ont été clairs et m'ont dit, le risque de fausse couche est là, et plus que là même. Et le risque d'accouchement prématuré est là aussi. Donc, ça, on me l'a répété et répété et répété. Donc, énormément de pression me sont tombées dessus, en fait. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'est compliqué de... Là, tout de suite, en fait, on perd l'espoir et on se dit, mais moi qui rêvais d'être maman, je me dis, mais je tomberai jamais enceinte, ou alors je vais faire plein de fausses couches. Enfin, voilà, ça a été plein de petits trucs comme ça qui sont arrivés. Après, on m'a dit que j'avais une réserve ovarienne qui était très basse pour mon âge. Donc, ça correspondait en fait à une réserve ovarienne d'une femme qui avait 50 ans. Donc, il fallait qu'entre guillemets, je tombe enceinte avant mes 30 ans. Sinon, après 30 ans, ça allait être compliqué. Donc là, on a le stress en plus. On se dit, oh aïe aïe. Enfin, voilà, c'est un petit espoir qui s'en va. Donc voilà, pendant le parcours PMA, il y a eu beaucoup de petits trucs comme ça. C'était peut-être pas grand-chose, mais qui se rajoutaient comme ça. On s'est dit, mais jamais je vais m'en sortir. Et donc, voilà, on entame ce fameux processus de piqûre pendant une bonne semaine. Et là vient cette fameuse date de la deuxième insémination qui se fera à Bordeaux. Et mon médecin de la reproduction me dit, ça se fera le 29 juin. Par pur hasard, parce que tout se fait par rapport à l'ovulation de la femme et par rapport aux règles. Et là, je la regarde, je lui dis, mais le 29 juin, 29 juin. Elle me dit, oui, 29 juin. Et en fait, c'était la date de mon anniversaire. Donc, c'est vrai que ça a été un hasard. En plus, je pense qu'on ne peut pas faire
plus hasard que ça. Donc pour moi, forcément, ça a tout de suite été un signe. Pour moi, il y a pas de hasard dans la vie. Donc du coup, tout de suite, je dis à mon conjoint, ça tombe le jour de mon anniversaire. Ça ne peut que marcher. C'est pas possible que ça ne fonctionne pas. Donc du coup, voilà, on entame ce processus-là et vient du coup la date de l'insémination, qui se fait complètement différemment de celle d'Espagne, bizarrement. Et après, retour à la maison et se passe après 2 semaines d'attente. Avant de faire cette fameuse prise de sang. Donc moi, il avait été clair que je ne ferais pas de test de grossesse parce que j'en avais fait un la première fois et j'avais été tellement en fait bousculée d'avoir vu qu'une seule barre que j'avais pas envie en fait que ça recommence. J'avais été traumatisée par ce fait de voir qu'une barre. Donc je me suis dit non Laura, t'attends la prise de sang. Ça allait être dur mais t'attends. Et j'ai attendu. J'ai attendu les 2 semaines. J'ai travaillé pendant ces 2 semaines et la première semaine ça a été, j'ai absolument rien ressenti du tout et en fait la deuxième semaine je me suis dit, je commençais en fait à ressentir des choses et à ce moment-là je me suis dit, je ressentais en fait que j'étais enceinte. C'est bizarre à dire mais j'étais enceinte, je le savais. Je suis aide-soignante à domicile et dans ma voiture, j'étais là et je me disais, mais Laura, tu es enceinte en fait. Tu le ressens au fond de toi, il se passe des choses et ça ne s'explique pas. Il y en a qui ressentent rien, il y en a qui ressentent tout. Et moi, à ce moment-là, je ressentais que j'étais enceinte, mais c'est compliqué parce qu'on n'ose pas se le dire et qu'on se dit, mais ne te le dis pas parce que si ça n'arrive pas, tu vas être déçue. Donc, au fond de moi, je me le disais, mais j'avais peur. J'avais peur de la vraie vérité qui allait me tomber dessus. Et donc voilà, j'osais pas me le dire. Et arrive ce fameux jour de la prise de sang. C'était le 13 juillet, si je ne me trompe pas. Et en faisant cette prise de sang, je me dis, mais je sais qu'elle est positive. Je le sais. C'est très bizarre, mais je le ressentais. Et donc, j'ai travaillé la journée, une journée qui était extrêmement longue. Déjà que les 2 semaines d'avant étaient très longues, mais cette journée avait été encore pire. Et je débouche à midi et je reçois les résultats par mail. Je rentre. Je vois mon conjoint qui est assis sur le rebord du bar. Et voilà, on se regarde et on se dit, écoute, peu importe le résultat, on est ensemble et c'est le principal. Voilà, c'est tout ce qu'on s'est dit, sachant qu'il faut savoir que pendant ces 2 semaines d'attente, on n'en parlait pas. Mais pas du tout. Et en fait, la veille de la prise de sang, donc le 12 juillet, le soir en mangeant, mon conjoint me regarde et me dit, comment tu te sens pour demain ? Et je le regarde et je lui dis, je suis enceinte, je pense que je suis enceinte, je crois que ça a marché. Donc lui, tout de suite, il me dit, ne te fais pas de faux espoirs, c'est peut-être dans ta tête, machin. Donc c'est vrai que, voilà, je lui dis, mais je suis pas vraiment sûre de ce que je suis en train de lui dire. Et donc voilà, on se dit cette fameuse phrase. Et on ouvre le mail, je descends et là forcément je vois le taux qui est positif et j'achète le téléphone et je le regarde et je lui dis ça a marché. Mais en fait à ce moment-là j'ai pas eu de réaction, je regarde, je lui dis ça a marché. Et il me dit mais comment ça a marché? Donc lui forcément il a absolument rien compris. Il pensait qu'il allait avoir marqué positif ou négatif. Et je regarde, je lui dis non ça a marché, c'est bon. Mais je pensais vraiment déjà à ce moment-là, je me suis même surprise moi-même parce que je me suis dit putain, le jour où je vais apprendre que je suis enceinte, je vais exploser, waouh, ça va être la fête et tout. Mais pas du tout. J'ai juste dit, ok, c'est bon, c'est positif, cool. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été acheter un test de grossesse. Et alors qu'il n'y a rien de plus sûr qu'une prise de sang, mais non, il fallait que je vois ces 2 barres que j'ai tant rêvé. Et effectivement, ces 2 barres sont arrivées. Donc voilà, c'est officiel, je suis enceinte. Mais pour moi, rien n'était gagné, puisque j'avais encore cette phrase en fait dans ma tête qui me disait, fais gaffe, parce que les médecins t'ont dit que il y avait possibilité que tu fasses des fausses couches. Donc j'avais pas trop envie non plus de m'emballer sur le sujet. Même moi je disais à mon conjoint, on va se calmer, il y a encore 2 autres prises de sang à faire. Dans le parcours PMA, c'est ça, on fait une première prise de sang et 3 autres pour voir si 2 ou 3 autres, je pourrais plus vous dire, pour voir si le taux augmente. Si le taux augmente, c'est nickel. Si le taux diminue, c'est très mauvais signe. Donc moi j'ai eu de la chance, j'ai fait ces fameuses prises de sang qui ont fait augmenter ce taux. Donc c'était vraiment top. J'étais très 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 heureuse.
Et donc voilà, c'est génial, je suis enceinte, je suis trop contente, on est très heureux. On décide de garder le secret pour nous parce que voilà, on n'avait pas envie de l'exposer encore, et c'est surtout que j'avais surtout envie de le dire en face à mes parents, à mes beaux-parents, et pas par téléphone. Donc encore une fois, j'ai dû garder le secret pendant 2 semaines à peu près, il me semble, quelque chose comme ça. Donc très dur parce que moi je suis très proche de ma mère et que quand je l'appelle tous les jours, très compliqué de cacher ça à sa maman. Et donc du coup voilà, ça a été un secret en plus, sachant que le parcours PMA, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas du tout. On en a beaucoup parlé pour la première insémination de l'Espagne. Donc, on disait quasiment tout. Tout le monde était au courant de tout. Et la deuxième, j'avais dit, on n'en parle pas, on le garde pour nous. Et franchement, si je peux donner un conseil aux filles qui font un parcours PMA, aux couples, n'en parlez pas autour de vous et vivez votre truc à fond. Faites ce que vous avez envie de faire. Et pour moi, en parler à son entourage ou même à sa famille ou à des amis ou quoi que ce soit, pour moi, c'est pas ce que j'aurais fait. Et c'est pas ce que j'ai fait la deuxième fois. Et ça nous a changé la vie parce qu'on est dans notre bulle. Et ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner. C'est vraiment, mettez-vous dans votre bulle et rien que dans votre bulle. Voilà. Ne vous fiez pas à ce que les gens vous disent et vivez votre truc à fond, quoi. Parce que déjà que le parcours PMA, c'est un combat au quotidien et mentalement, c'est très, très compliqué. Donc voilà, il faut vraiment être fort avec soi-même et pas trop avec les autres. Pas trop. Donc voilà, on entame une grossesse qui, en règle générale, se passe puisque j'ai eu pas mal de complications. Donc je peux pas dire qu'elle s'est bien passée, je peux pas dire qu'elle s'est mal passée. J'ai pas aimé être enceinte, mais alors pas du tout. J'ai toujours fait une image que être enceinte c'était extraordinaire, fabuleux, magnifique, que j'étais obligée, que j'allais aimer être enceinte. C'était tellement beau. On nous montre sur les réseaux sociaux, sur la télé, dans les films, que être enceinte c'est que du bonheur. Non, être enceinte, ce n'est pas que du bonheur. Moi, je n'ai pas aimé être enceinte et j'avais juste envie de quelque chose, c'est que ma fille sorte. Je n'en pouvais plus. Pour moi, être enceinte, c'était, je ne m'aimais pas, je n'aimais pas mon corps, je n'aimais pas me voir changer. J'étais pas libre de mes mouvements puisque en début de grossesse, j'ai eu des pertes de sang qui a déclenché un décollement au niveau du placenta. Et donc, les médecins m'ont interdit de prendre de la voiture, tout ça. Donc, c'est vrai que je voyais personne. Mon conjoint travaillait. Donc, moi, je passais mes journées à la maison, allongée sur le canapé. Et ça, pendant tout le début de ma grossesse, de mes 1 mois jusqu'à mes 5 mois, je pouvais commencer un petit peu à marcher, mais toujours pas de voiture. Donc, c'est vrai que j'ai été très, très limitée pendant toute ma grossesse. Et ça, c'était quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à supporter. Donc, ça ne m'a pas aidée non plus. Mais non, c'est vrai qu'à ce moment-là, la culpabilité aussi commence à arriver parce qu'on se dit merde, quoi, j'ai galéré à tomber enceinte. Je devrais aimer être enceinte. Enfin, mes copines, elles ont aimé être enceinte. Pourquoi moi, j'aime pas? Enfin... Mais non, voilà, ça, c'était pas très grave pour moi. J'avais le droit de me permettre de pas aimer être enceinte. Et ça, je m'en cachais pas du tout. Voilà, pour plein de raisons, mais j'ai très très mal vécu ma grossesse et ça a été pour moi un calvaire. Et là, tout de suite, je me suis dit, quand ma fille va arriver, ça va tout changer. J'ai hâte qu'elle sorte, je veux qu'elle sorte, ça va être incroyable. Je suis toujours fait des films dans ma tête de la naissance de ma fille. Et je me suis dit, mais quand elle va sortir, ça va être extraordinaire. Ça va être... mais comme tout, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui me fait des films sur tout. Et que ce soit pour la PMA, que ce soit pour la grossesse ou que ce soit pour la naissance de ma fille ou le après, je me suis dit, mais en fait, concevoir un enfant et avoir un enfant, c'est beau. C'est beau, je vais adorer ça. J'ai toujours attendu ça. Donc, ça ne peut que être beau. J'avais hâte que ma fille sorte. Donc, ma fille était en siège. Donc... c'était un jeudi, j'étais vers la fin de ma grossesse, j'étais à 35 semaines à peu près d'aménorrhée. Et donc ma fille, comme je disais, était en siège, donc césarienne programmée obligatoire due à ma malformation de l'utérus.
Donc on cale une date de césarienne qui doit se faire normalement le 31 mars, il me semble, donc fin mars. Et en fait, je perds les os juste le lendemain, donc le vendredi soir. Je vais pas tout détailler comment j'ai perdu les os parce que là, c'est pour 10 ans. mais voilà, donc je perds les os juste le lendemain, donc césarienne d'urgence, qui n'était pas prévue parce que c'est vrai que nous on s'était mis en tête que j'allais accoucher le 31 mars et puis voilà quoi, on se met en tête cette date-là, on se dit qu'on a encore un peu de temps. J'avais préparé un petit peu ma valise de maternité, mais je l'avais pas fignolée, j'avais pas du tout préparé mes affaires pour moi, j'avais un bon mois d'avance devant moi, donc je me suis pas plus affolée que ça. Et au final, j'aurais peut-être dû parce que voilà, ma fille est arrivée un mois et une semaine à l'avance à peu près. Parce que j'ai accouché à 36 semaines d'aménorrhée pile en césarienne d'urgence. Donc cette fameuse césarienne qui, à partir de ce moment-là, a changé ma vie. Donc on arrive dans cette fameuse salle d'opération. Et à partir de là, j'étais plus là. Mon conjoint l'a vu dans mes yeux. C'est arrivé tellement vite. Tellement. J'ai perdu les os à 22h et j'ai accouché à 1h22 exactement du matin. J'ai pas eu le temps de me préparer, j'avais pas le temps. Je suis arrivée, on m'a fait mon ito et on m'a dit allez let's go en césarienne quoi. Mais attendez, mais moi c'était pas là, c'était pas prévu là. Moi j'avais ma date dans la tête, c'était pas censé être là. Donc c'est vrai que c'est arrivé trop vite, tellement vite que j'ai pas eu le temps de me préparer. Et j'étais plus là. Voilà, j'écoutais juste ce qu'on me disait. On me disait asseyez-vous, je vais vous faire l'arraché anesthésie, tout ça. J'écoutais, mais je ne parlais pas. J'avais vraiment les yeux dans le vide à ce moment-là. Et là, ma vie a commencé déjà à changer. J'étais vraiment dans un autre mood, si je puis dire. Et donc voilà, je m'installe, tout ça. Mon conjoint se met à côté. Et la césarienne commence. Pas un bruit dans la salle de césarienne, donc ça c'est très perturbant. La table qui bouge, un truc de fou. J'avais vraiment l'impression qu'on était en train de me charcuter, quoi. C'était fou. Mais mon conjoint avait été impressionné par le fait. Et je vais dire que comment j'ai vécu la naissance de ma fille. J'ai entendu son premier cri. Et à partir de ce moment-là, je vais peut-être dire des expressions qui vont parler ou pas, qui vont peut-être paraître un peu bizarres. Mais en fait, à partir de ce moment-là, je le dis et je le redis à chaque fois, mais je suis née en même temps que ma fille. Ça veut dire que j'ai entamé ma première vie, ma première naissance, que ma mère m'a donné naissance en 99. Mais pour moi, ma vie, elle s'est arrêtée. En même temps, elle a commencé ce 25 février à 1h22. J'ai entendu son cri et j'ai pris un deuxième souffle. Ça m'a transpercé vraiment à l'intérieur de moi. Et là, tout de suite, j'ai même pas contrôlé mes larmes. C'était même pas des larmes de joie, ni de tristesse, j'étais même pas émue. C'était vraiment des larmes qui coulaient toutes seules, mais des grosses larmes. Et à partir de ce moment-là, ma vie a changé. Voilà, j'ai traversé une barrière, c'est ce que je dis tout le temps aussi. Mais c'est comme s'il y avait une barrière et que je traversais en fait ce truc et que bam, je me prenais un truc dans la gueule et que ça y est quoi, ma vie a changé. Je ne suis plus la même à partir de là. Donc ça, je dirais vraiment que c'est le moment qui m'a le plus marqué de la naissance de ma fille. C'est son premier cri. C'est sa naissance. C'est ça qui m'a fait dire ok là. Ma vie commence. J'avais vraiment l'impression que ma vie commençait en fait. Donc ensuite est venu séjour à la maternité. Évidemment, j'ai fait un baby blues. Je pense près de 80% des femmes font un baby blues. Donc même mon gynécologue m'a dit ne vous inquiétez pas, dans 3 jours ça ira mieux. Ok, pas de souci. Donc j'ai fait ce fameux baby blues. On rentre à la maison. Il faut aussi savoir que ma fille a eu des soucis. Elle a été en couveuse. Elle a eu la jaunisse. Moi, j'ai eu des complications de césarienne. Ma plaie s'est réouverte une fois rentrée à la maison, tout ça. Donc, ça n'a pas aidé non plus. Ma fille aussi a eu le Covid. Donc, elle avait 2 semaines prématurées. Enfin, bref, je vous passe les détails. Mais ça a été un calvaire pour moi dès le départ.
Donc déjà la maternité c'était un petit peu compliqué, mais je me suis dit voilà, j'avais hâte de rentrer à la maison à ce moment-là et je me suis dit une fois rentrée à la maison, ça ira mieux. Et en fait, ça a été ça tout le long. Le parcours PMA, ça m'a saoulée, donc je me suis dit vivement que je sois enceinte. Une fois enceinte, vivement que j'accouche. Une fois que j'accouche, vivement qu'on soit à la maternité. Une fois qu'on est à la maternité, vivement que je sois à la maison. Et ça a été ça à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, j'ai essayé de me rassurer sur tous les points. Et donc une fois, à la maternité, ça se passait bien, mais c'était pas non plus, c'était les premières galères en tant que parent, tout simplement. Et donc voilà, à ce moment-là, je me suis dit vivement que je rentre, ça ira beaucoup mieux, on sera dans notre environnement. Je disais même à mon conjoint, je me suis dit allez, voilà, je me rassurais quoi. Et on rentre à la maison, il se passe 2 semaines, c'est pas évident parce que notre fille dort auprès de nous en cododo. Puisqu'en fait, elle a le Covid. Donc, notre vie de parents commence. Bibi, tous les 2 heures. Les inconvénients, on va dire, d'être parent. Bon, ça, je m'y attendais un petit peu. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, putain, merde, c'est chiant quand même. C'est chiant. C'était mieux quand même quand j'étais tranquille, que je pouvais me coucher à 23 heures, que j'avais pas un bébé qui me réveillait pour prendre un bibi. Enfin... Voilà, c'était. Je commençais à me dire que c'était un peu relou d'être maman. Je ressentais pas grand-chose pour ma fille. Je ressentais pas grand-chose. J'avais pas l'impression que c'était ma fille. J'ai l'impression que c'était un bébé, mais que c'était pas ma fille. Je me disais, mais qui est cet être qui est chez moi, qui me coupe la liberté dont j'ai besoin, qui me coupe toute envie, et c'était pas ma fille. Je me suis dit, mais je la regardais, mais déjà, c'est pas moi en fait. J'ai pas du tout ressenti cet amour inconditionnel que certaines mamans peuvent ressentir à la naissance d'un enfant. J'ai tout de suite aimé, machin. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. Pour moi, ça a été plus un poids qu'on me donnait, et que peut-être que l'amour que j'allais avoir pour elle allait arriver dans une semaine, tout ça. Enfin, à chaque fois, j'essayais de me rassurer. Et donc voilà, le temps passe et ma fille commence à tomber malade. Gravement malade, donc le nez plein, tout ça ressemble un petit peu à un rhume, mais ça commence à s'aggraver au fur et à mesure, donc on essaie de l'emmener à l'hôpital, et à l'hôpital il nous annonce qu'elle a le Covid, donc très compliqué parce que à ce moment-là on était à bout, vraiment on était à bout, on dormait pas parce qu'elle était malade, enfin moi j'étais fatiguée, Là, j'étais vraiment dans une période où j'y arrivais plus et que j'avais besoin en fait d'avoir un moment pour moi, pour nous, avec mon conjoint. Et en fait, à ce moment-là, à l'hôpital, j'ai dit aux infirmières, aux puéricultrices, tout ça, je leur ai dit, s'il vous plaît, gardez-la pour cette nuit parce que je n'en veux plus. Je ne peux plus. En fait, c'est que je peux pas. J'ai plus de force pour m'en occuper. On est fatigués. En plus, nous, on avait le Covid. C'est mon conjoint. On était hyper malades, on avait de la fièvre, et on se bagarrait déjà avec notre propre maladie, et en plus on devait s'occuper de notre gamine qui avait 2 semaines et qui avait le Covid, qui pleurait tout le temps, qui machin, c'était un calvaire, vraiment c'était un calvaire, on faisait chambre à part, c'était pour qu'il y en ait un qui dorme et puis l'autre qui se repose, mais bon, qu'est-ce que vous pensez, c'est vrai que c'était compliqué aussi, mais on dormait pas et la fatigue, je pense que c'est l'un des pires choses qui peut faire vriller. Et à ce moment-là, à la maternité, ils nous ont dit il faut qu'il y ait un parent qui reste. Et moi, j'avais dit non. J'ai dit, mon conjoint était malade. Moi, je l'étais un peu moins, donc je me devais en fait de rester avec elle. Et je pouvais pas. J'étais mon conjoint, j'ai craqué. À ce moment-là, je pense que c'est l'une des premières fois où j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai dit, je ne peux pas rester, j'en suis incapable. Voilà, je ne peux plus m'en occuper, j'en suis incapable, je suis trop fatiguée et je veux rentrer à la maison, je veux pas en fait. Et gentilles comme elles ont été, elles ont voulu garder Aline. Donc elles ont gardé Aline, ma fille, et on est rentré à la maison, on a dormi tous les deux, donc c'était pas trop mal. C'était pas trop mal, mais c'est vrai qu'on y a toujours un petit parquet là-bas aussi. Donc voilà, le lendemain on revient. On récupère notre fille et on rentre. Et il se passe, on va dire 1 ou 2 semaines. Ma fille est toujours un peu malade, ça a du mal à passer, mais ça va un peu mieux quand même.
ça évolue pas, c'est assez stable. Et en fait, dans cette période-là, je pleurais beaucoup, dans le dos de mon conjoint. Mon conjoint, quand il était pas là, je pleurais dans la salle de bain, dans les toilettes. Je regardais ma fille, je pleurais. Enfin, je pleurais tout le temps. Et je l'aimais pas. C'était très dur ce moment-là pour moi parce que quand je regardais ma fille, je me disais mais qu'est-ce que je ressens pour elle? Et je la regardais, je me disais mais en fait rien. Je ressens rien. Et pour moi, c'était un poids, mais un poison qu'on m'avait mis sur mon chemin. Et j'en voulais plus. Je voulais plus de ma fille. Je l'aimais pas. Vraiment, hein, c'est peut-être dur. C'est des mots peut-être qui sont durs, mais j'aimais pas ma fille. Voilà, j'aimais pas ma fille. J'avais du mal à la porter. J'avais du mal à m'en occuper. Quand je le faisais, c'est parce qu'en fait, j'avais pas le choix et que je lui donnais aucun moment d'amour. Je lui disais pas que je l'aimais. Enfin, vraiment, pour moi, c'était un calvaire. Ça a été un calvaire. Et je me suis pas forcément rendu compte à ce moment-là que ça n'allait pas. Je savais que j'étais triste, mais je pensais que c'était passager. Et donc je me suis dit, bah voilà, ça va passer. Et donc on rentre de l'hôpital et je repense à un moment. À un moment, je fais une petite sieste parce que je suis très fatiguée. Je me réveille de ma sieste et en fait, entre les deux, je suis dans mon lit et je repense à ce moment. Et en fait, ce moment, ça a été quand on était à l'hôpital et que ma fille se faisait ausculter par le pédiatre. Le pédiatre nous dit, bah c'est bon, votre fille, elle va mieux, elle peut rentrer. Et moi, je dis au pédiatre, ah non. Je dis, ma fille, elle va pas mieux là. Il faut que vous la gardiez. Vous voyez bien qu'elle est archi malade. Et en fait, j'ai trouvé ça comme excuse pour qu'il puisse garder ma fille parce qu'en fait, j'en voulais plus. Et je voulais qu'il la garde. Et qu'il la garde pour toute la vie, parce que moi, je ne voulais plus. Sauf que je n'allais pas dire au pédiatre, bah, gardez-la, enfin, j'en veux plus, je l'abandonne. Non, c'était ma fille quand même, je me devais de... Voilà. Mais à ce moment-là, je me suis un peu voilé la face, et je pensais beaucoup à ce moment. Et là, je me suis dit, ok, Laura, là, il y a un souci. Et là, je me suis rendu compte que je n'allais pas bien. Et là, je me suis rendu compte que j'étais sûrement en dépression postpartum. Et ça a été dur, parce qu'il fallait que je me lève et que je l'avoue à mon conjoint. Et c'est vrai que j'ai pas dit le diagnostic tout de suite sur la table. Mais je me lève et voilà, je regarde, je lui dis bah je vais pas bien. Donc évidemment, je pleure, encore une fois. J'ai versé beaucoup de litres durant cette période. Et je pleure et je lui dis bah ça va pas. Ça va pas, je le sais, il faut que je voie quelqu'un. Donc déjà, je me suis rendu compte que je n'allais pas bien et qu'il fallait que je consulte. Et ça a été horrible pour moi parce que il y a de la culpabilité qui nous envahit et on se dit mais punaise, enfin putain c'est fou parce que j'ai galéré à avoir cet enfant et que j'ai toujours voulu être mère. Alors pourquoi je n'aime pas être mère? Pourquoi? Il y a des femmes, et puis je pense aussi aux femmes avec qui j'ai côtoyé en fait pendant ce parcours PMA. Et qui encore aujourd'hui essayent d'avoir des enfants, qui galèrent et qui, comme moi à l'époque, rêvaient d'être maman. Et je dis mais putain, mais moi j'ai eu tout ce que je voulais. Je suis maman, je voulais une fille, j'ai eu une fille. Bon, ma fille elle est plutôt en bonne santé. J'ai eu vraiment tout ce que je voulais. Et c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi j'étais dans cet état. Je me dis mais Laura, mais regarde ce que t'as. T'as une maison, t'as un chéri, t'as une fille qui est magnifique en plus. Enfin, pourquoi t'es pas bien? Pourquoi tu n'aimes pas ta fille? Pourquoi tu n'arrives pas à l'aimer? Pourquoi tu la renies? Pourquoi tu as ce regret maternel? Parce que j'ai eu aussi ce regret maternel où je me suis dit mais pourquoi j'ai fait un enfant? Pourquoi? Il y a que des contraintes en fait. On pose un être sur ton passage et t'es plus que c'était. Et moi je me perdais complètement, totalement. Mais totalement, j'étais plus celle que j'étais, et même encore aujourd'hui, moi, ma vie a changé à partir de la naissance de ma fille, je ne suis plus celle que j'étais. Et je comprenais pas, et il fallait que je comprenne. Et pour ça, il fallait que je consulte, et je n'osais pas me dire aussi dans ma tête, Laura, t'es en dépression postpartum. Donc voilà, je disais juste, je ne vais pas bien, il faut que je consulte. Donc j'ai appelé ma sage-femme, qui à l'époque me suivait. Et ma sage-femme m'a dirigée vers un centre de parentalité qui s'occupe de la psychologie, tout ça.
Donc dedans, il y a des psychologues, des puéricultrices. Donc ils m'ont dit voilà, c'est un centre elle m'a dit c'est un centre qui est super, donc je vous conseille d'aller là-bas. Donc j'y suis allée et même encore aujourd'hui, je suis encore suivie là-bas et c'est un centre qui est top, qui est vraiment top sur Angoulême. Et donc j'ai vu en premier lieu une psychologue. Donc pour moi, la naissance de ma fille, ça a été un traumatisme dans ma vie. Voilà, la psychologue me l'a dit, hein, ça a été trop brutal. Et peut-être que oui, au fond de moi, j'étais pas prête à avoir cet enfant et que c'est arrivé. En fait, je pensais tellement que ça allait prendre du temps que du coup, elle est arrivée comme ça dans ma vie, bam, et ça s'est posé au milieu de ma vie comme ça. Et c'est pour ça que la personne que j'étais avant, et ça m'envahit, quoi. Je suis passée par une période où ma seule envie, c'était de voyager. J'avais envie de voyager, mais j'ai pensé jour et nuit. J'étais prête à prendre des billets à 1500 € pour aller aux îles Baléares et tout. Enfin, vraiment, des choses de dingue, hein, vraiment. C'était incroyable. Ça, c'était une envie qui me traversait tout le corps parce que j'avais envie de me retrouver celle que j'étais avant d'entendre ce premier cri qui m'a tant marqué, quoi. Alors, j'ai pas eu spécialement de stratégies qui ont été significatives pour moi. Je l'ai fait vraiment comme moi je le ressentais. Et déjà, le premier pas vers la guérison, c'est de se dire « je ne vais pas bien ». Et ça, déjà, on me l'a toujours dit. C'est fou parce que tu arrives à te dire que tu ne vas pas bien. Mais en fait, pour moi, c'est dur. C'est très dur de se dire « mais ça va pas, en fait ». On le sait, peut-être au fond de nous, mais on n'arrive pas à se dire. On a peur du regard des autres et on n'est pas surtout informé du sujet. Et pour moi, c'était tellement évident, en fait, que j'allais aimer être mère, que le fait que je n'aime pas être mère, que je n'aime pas ma fille, mais c'était pas possible pour moi. J'étais envahie de culpabilité, matin, midi, soir, nuit, je ne dormais plus. C'était infernal, vraiment infernal. Donc il fallait que je voie quelqu'un. Donc j'ai vu ce centre, je suis allée dans ce centre spécialisé et voilà, j'ai été suivie par une psychologue qui m'a fait faire des exercices aussi de spiritualité et qui a fait très très bien son boulot de psy. J'ai vu aussi une puéricultrice, je suis venue aussi avec ma fille là-bas au centre. Ils m'ont fait voir une psychiatre pour ma fille aussi sur Poitiers. Donc j'ai vu beaucoup de professionnels. Et c'est très important de s'encadrer auprès des professionnels parce que c'est ça en fait qui va aider à se relever. Mais le premier pas vers la guérison, c'est nous-mêmes et c'est le travail qu'on peut faire avec nous-mêmes. Après, moi, concernant le soutien et la communication, mon plus grand soutien, et je le dis et je le répète, ça a été mon conjoint. Mon conjoint, ça a été... c'est un homme extraordinaire. Et je dis pas ça parce que c'est mon conjoint, mais ça a été quelqu'un qui m'a soulevée du début jusqu'à la fin et qui encore aujourd'hui me soulève quand j'ai des coups, des coups en bas, des coups bas. Et je souhaite vraiment à tout le monde d'avoir une perle comme moi j'ai pu et je peux avoir encore aujourd'hui. Parce que sans lui, je pense que j'aurais sombré et que j'aurais fait des choses qui n'étaient pas très jolies. Ça m'a traversé une fois l'esprit de me dire je vais sauter. Je vais sauter du pont. J'étais en face d'un pont et je me suis dit je vais sauter parce qu'en fait j'avais trop mal. C'était une douleur profonde et j'avais trop mal et je me suis dit mais je ne veux plus de cette vie, je ne veux plus avoir mal. Et pour moi la seule solution de ne plus avoir mal c'était de sauter et de me dire mais en fait faut que ça se finisse. Et ce qui m'a sauvée à ce moment-là, c'est mon conjoint et une petite part quand même de ma fille. Et je me dis, si ma fille arrive à me sauver un petit peu, c'est qu'elle compte un minimum pour moi. Mais je ne peux pas dire avec qui j'ai le plus communiqué et qui m'a apporté le plus de soutien, ça a été mon conjoint. Et ça a été un soutien sans faille. Il a été incroyable, vraiment, du début jusqu'à la fin. Il m'a soutenue, il m'a accompagnée pendant les rendez-vous.
il m'a accompagné voir la psychiatre. Il m'a fâché aussi des fois. Il m'a fâché parce que c'est pas évident de vivre avec déjà un bébé en bas âge et en plus une femme qui clairement est en dépression postpartum. Donc voilà, ça a été pour moi mon plus gros soutien. Et encore une fois, je souhaite vraiment à tous les couples d'avoir un mari ou une femme qui puisse vraiment vous soutenir comme moi il m'a soutenu. Parce que sans lui, vraiment aujourd'hui, je serais plus rien et il a été incroyable. Il est toujours autant incroyable. Ça a été waouh, waouh. Après, avec mon entourage, c'est vrai que je criais pas sur tous les toits. Même avec ma maman, avec qui j'ai été proche, mon papa, la communication est un petit peu plus compliquée, mais en règle générale, je n'ai pas crié sur tous les toits, je le montre pas en fait, parce que c'est pas quelque chose dont on est fier aussi. Mon entourage, je savais à quel point mon rêve, je me suis battue pour être maman, donc c'est vrai qu'on n'est pas comprise. On n'est pas comprise parce que je me suis souvent pris dans la tronche. Oui, mais tu l'as voulu cet enfant, tu t'es battue pour l'avoir. Bah ouais, mais en entendant, moi, la dépression postpartum, je l'ai pas voulu et je me suis pas battue pour l'avoir. Ça m'est tombé dessus, clairement. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas compris et c'est très dur et c'est très culpabilisant aussi, la parole des autres. Et les autres, après, ne se rendent pas forcément compte de ce qu'ils disent. Après, moi, je peux comprendre. C'est vrai que quand tu vois une femme qui s'est battue pour avoir un enfant, logiquement, quand elle a son enfant, elle est heureuse. Ça me paraît logique. Mais du coup, non, ça n'a pas du tout été mon cas et je me suis pris pas mal de réflexions par rapport à ça. Mais après, c'est vrai que mon entourage, j'en parlais pas et même encore aujourd'hui, je n'en parle pas parce que c'est pas quelque chose que j'expose et que j'exprime. Et moi, je suis quelqu'un qui garde tout pour moi. Et il y a eu des moments où vraiment, au fond de moi, je sombrais énormément. Et en fait, j'avais un grand sourire devant les autres. Et combien de fois ça m'est arrivé de sortir de la maison et de chialer parce que même avec ma belle famille, tout ça, parce que pour moi, il me devait en fait de leur montrer que j'étais une bonne mère et que c'était beau d'être maman et que j'aimais ma fille et tout ça. Et même quand on entend en fait les gens autour de soi qui disent mais ta fille elle est magnifique, t'as de la chance, franchement c'est arrivé vite, tout le monde nous dit ouais t'as de la chance, elle est belle ta fille. Et toi t'es là et puis tu te dis mais putain, pourquoi moi je ressens pas ça? Pourquoi j'arrive pas à me dire mais oui j'ai de la chance de l'avoir ma fille. Je ressentais tout le contraire. Je me suis dit mais en fait si j'ai de la chance, prends-la, vas-y, je te la donne ma fille si tu veux. Mais c'est vrai que je ressentais pas du tout ce que les autres ressentaient. Donc quand les gens me disaient ça, je disais ouais, j'ai de la chance, mais en fait pas du tout. Pour moi c'était plus une malchance qu'une chance. C'était vraiment encore une fois un poison. C'est vraiment. Donc c'est vrai qu'à ce moment on n'est pas compris. On n'est pas compris par son entourage et on essaye de se faire comprendre, mais c'est pas évident parce qu'en plus à l'époque c'était beaucoup la maman qui gérait tout. Et moi, j'ai toujours eu un peu ce schéma familial où la maman gérait tout, le papa allait travailler, et la mère s'occupait des enfants, et la mère, c'était une warrior et un super-héros. Et donc, moi, je me devais, en fait, de faire la même chose. Et quand, forcément, moi, je ne fais pas la même chose et je ne ressens pas la même chose, c'est d'autant plus culpabilisant et pas démonstratif. Et je me dis, mais je ne suis pas du tout un exemple. Voilà, c'est la culpabilité, encore une fois, qui nous envahit. Donc, c'est vrai que ce schéma familial a été très compliqué. Et puis, les gens aussi n'osent pas en parler. Ils n'osent pas me demander comment ça va. Ils n'osent pas me demander où est-ce que j'en suis dans mes démarches, tout ça. Donc, je peux comprendre aussi, c'est un sujet qui est très délicat. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je n'en parlais pas. Même encore aujourd'hui, on va dire que je suis en phase de guérison. Mais j'en parle pas. Voilà, la seule personne... avec qui j'en parle, c'est mon conjoint, encore une fois, parce que c'est mon plus gros soutien. Mais sinon, non, mon entourage... je dirais pas que mon entourage ne comprend pas, mais mon entourage, on va dire, ne cherche pas à comprendre et je cherche pas à leur en parler non plus. Et puis, je trouve que c'est plutôt pas trop mal comme ça. Et j'espère un jour pouvoir leur dire, ça y est, je vais mieux, je suis guérie. J'aime ma fille, en fait.
Je l'aime, tout simplement. Ce qui est très dur aussi avec l'entourage, c'est de faire semblant en fait que tout va bien et d'avoir un grand sourire et qu'au final, en fait, ça va pas. Donc ça c'est très très compliqué. Ça a été très compliqué pour moi d'aller dans un repas de famille et de me dire punaise, ça y est, je vais encore devoir faire semblant. Et même auprès de mon conjoint, des fois, je faisais semblant. Je me suis dit, allez, faut pas que je passe la gueule ce soir parce que sinon, il va peut-être s'en aller vers moi. J'avais peur qu'il me quitte. Je me suis dit, mais tu es un boulet. Et en fait, c'est tout le temps ça. Moi, je vivais encore une fois avec cette culpabilité et j'ai vécu avec ça. Et même encore aujourd'hui, j'ai du mal à m'en sortir, quoi. Et parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur du regard de l'entourage. Et ça c'est très, très compliqué. Donc, je vais revenir par rapport à la relation que j'ai eue avec ma fille. Les premiers mois, il n'y avait pas de relation, tout simplement. Il n'y avait pas de relation, j'avais pas de contact avec elle. Je ne l'aimais pas. Je la regardais, j'avais du dégoût. Je voulais pas, en fait. J'en voulais pas. Et il y avait tout simplement pas de relation. Voilà. Je faisais tout machinalement. Et pour moi, c'était vraiment, encore une fois, un poids qu'on me mettait sur moi. Et ça a complètement, en fait, changé ma perception, en fait, de la maternité, de la parentalité. Et évidemment que ça a influencé ma relation avec ma fille. L'expérience que je pensais avoir n'a pas du tout abouti à celle que j'espérais. Donc voilà, ça a été très 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 compliqué. Aujourd'hui, ma fille, elle a 8 mois. C'est mieux. Je lui dis que je l'aime. Machinalement, je ne sais pas. Je pense qu'au fond de moi, je l'aime, ma fille. Mais j'en suis pas encore certaine. Je suis pas encore certaine que c'est sincère. Aujourd'hui, c'est encore compliqué parce que quand je me retrouve toute seule avec ma fille, je panique. Je panique. Sans mon conjoint, je suis rien. Et que j'ai du mal à aller chercher une baguette de pain avec ma fille. Et que j'ai du mal à aller faire les courses. Et que j'ai du mal à aller acheter une déco de Noël, un truc bidon, acheter du riz parce qu'il m'en manque. Des trucs tout bêtes, en fait, qui paraissent tout bêtes pour d'autres mamans. Parce que c'est vrai que quand on va faire les courses et qu'on voit ces mamans qui sont trop heureuses d'aller faire les courses et que moi, je suis là, je suis en panique, dépêchez-vous à la caisse, je veux rentrer. Je me dis, mais pourquoi je suis encore dans cette phase un peu de culpabilité. Je me dis, mais pourquoi aujourd'hui, j'arrive toujours pas à gérer avec ma fille. Et pour moi, j'y arrive pas. Et mon conjoint me dit, mais bien sûr que si, tu y arrives, parce que le soir, quand j'arrive, Aline, elle est couchée, elle dort, elle a mangé, elle est propre. Donc si tu y arrives, t'en es capable, tu le fais. Mais je dis oui, mais en fait, je passe pas un bon moment. Je n'arrive pas aujourd'hui à profiter des bons moments avec ma fille. Et ça, c'est encore un travail qu'il faut que je travaille. Et c'est encore compliqué. Aujourd'hui, la relation avec ma fille, je dirais pas que elle me manque. Je dirais pas qu'elle me manque pas non plus. Je pense à elle, alors que dans les débuts, j'étais bien que quand j'étais pas avec elle. Pour moi, la laisser juste une demi-heure avec son père, c'était incroyable. J'allais faire mes courses, j'allais acheter de la farine, j'étais trop contente. C'était fou. C'était fou. Et à ce moment-là, il se passait une heure, même pas une demi-heure. Le temps que j'allais faire mes courses et j'avais l'impression de revivre. Je me suis dit, mais ça y est, je suis de nouveau la Laura que j'étais en fait. On parle juste d'une farine, mais vraiment, j'en sentais vraiment ça. Et dès que je passais le pas de cette part, je me disais, punaise, ça y est, c'est reparti. Et j'étais pas heureuse. J'étais heureuse que quand j'étais pas avec elle. Voilà, tout simplement. Donc, c'est encore une fois très culpabilisant en tant que maman. Parce que on voit encore une fois toutes ces mamans qui sont heureuses d'être mamans, qui aiment leurs enfants. Mon enfant, c'est la prunelle de mes yeux, machin. Moi, j'avais juste l'impression qu'on était en train de me donner un boulet, que je devais m'occuper. Et ça, c'est dur. C'est très, très dur. Donc, c'est vrai que la relation était très compliquée au début. Et aujourd'hui, elle est en train de se créer petit à petit. Ça n'a rien à voir par rapport vraiment au tout début. Aujourd'hui, je lui fais des bisous, des câlins. J'arrive à profiter un petit peu avec elle. Mais c'est vrai que il y a toujours un petit peu ce petit écart qui fait que j'ai encore du mal à me
Enfin, voilà, où je ressens qu'en fait, je me sens mieux quand je suis pas avec elle. Ça, oui, je le ressens encore aujourd'hui. Et je me dis, est-ce qu'il y a un jour, je vais être bien quand je vais avec elle? Est-ce qu'il y a un jour, je vais me dire, mais je suis tellement heureuse d'être avec elle, comme certaines mamans peuvent ressentir. Et c'est vrai que je suis toujours en train de me comparer aux autres. Et les médecins, même la psychologue me disaient, mais arrêtez de vous comparer. Et ça, c'est pareil, c'est un conseil que je donne, alors que c'est quelque chose que je ne fais absolument pas. Mais il faut arrêter de se comparer déjà dans la vie en général, et encore plus dans la maternité, parce que chaque enfant est différent, chaque maman est différente, la perception de la maternité est différente de la parentalité, de tout ça. Enfin, on est toutes et tous différents, tous les enfants. Enfin, c'est... Donc c'est vrai que je vous dis ça, alors que moi, encore aujourd'hui, je comparais parce que la maman, elle avait l'air d'être heureuse et pas moi. Mais c'est vrai que ça, c'est un conseil que je pourrais donner. Mais voilà, la relation avec ma fille est en train de se construire aujourd'hui, petit à petit. Est-ce qu'elle est sincère? Je ne sais pas. Mais elle est en train de se construire. Je sens que j'ai plus d'interaction avec elle. Et ça, c'est... je le ressens. Voilà. Je le ressens que je suis dans cette phase de guérison. Et ça, c'est top. C'est vraiment top. Et c'est vrai que pour moi, la dépression postpartum, je me suis sentie épuisée, déprimée, dépassée. Et à ce moment-là, j'avais plus aucune idée de ce qu'on faisait, de ce que je faisais, de ce que j'étais. J'étais vraiment pour moi une autre personne, quelqu'un d'autre en fait. Et on a l'impression de ne pas voir la lumière au bout du tunnel. Même encore aujourd'hui, moi, je n'ai pas la lumière au bout du tunnel. Pas du tout. Pas du tout. Et j'ai pas eu cette connexion avec mon bébé, avec ma fille. Donc, c'est vrai qu'on est face à ce brouillard et ce brouillard de doutes. Beaucoup de doutes. Et... Mais je suis persuadée qu'un jour, ce brouillard de doute, il va se transformer en une belle connexion avec ma fille. Et je le sais, il faut y croire. Et l'espérance, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Donc, espérez d'aller mieux. Parce que vous allez aller mieux, vous allez vous en sortir. Je vous dis ça, alors que ça se trouve... même hier, j'étais encore en train de dire, mais je vais jamais m'en sortir. Ça va faire 1 an que je suis en dépression postpartum, parce que je le cache pas, je suis encore en dépression postpartum aujourd'hui. Et ça n'a rien à voir dans les débuts, mais on a du mal à voir la lumière au bout du tunnel et de se dire, est-ce que je vais aimer ce rôle de maman? Parce que moi, encore aujourd'hui, j'ai encore du mal. J'ai encore du mal. Donc ouais, on a du mal à avoir cette petite étincelle qui se dit, ça va aller mieux, quoi. Alors, au niveau des ressources et des conseils que je puisse donner aux autres femmes qui vivent ou qui sont dans cette phase de dépression postpartum, à vrai dire, j'ai pas vraiment de conseils parce qu'en fait, écoutez-vous. Si, ça c'est juste un conseil que je peux donner. Écoutez-vous, en fait. Dans la vie, j'ai bien compris que des fois, il fallait être égoïste un petit peu et que il faut s'écouter et il faut se poser les bonnes questions. Mais après, en soi, c'est vrai que j'ai pas vraiment de conseils parce que moi, je suis encore dans cette phase de guérison où je vais pas donner de conseils à des personnes qui voilà, alors que je suis encore dans le truc, en fait. C'est compliqué pour moi de donner des conseils alors que moi-même, j'ai du mal encore à guérir. Mais la seule chose que j'ai compris, c'est soyez un petit peu égoïste. Pensez à vous, à votre famille. Et consulter, mais autant que vous en avez envie et autant que vous le souhaitez et autant que vous le ressentez surtout. Et n'ayez pas honte, mais vraiment n'ayez pas honte et parlez-en autour de vous. Je pense que ça, vous l'avez assez entendu, mais je le répète, il faut en parler. Vraiment, c'est hyper important de pas tout garder pour soi. C'est trop tabou, on n'en parle pas assez et moi j'étais pas du tout au courant. Pour moi tout était merveilleux, que ce soit du début du parcours PMA à la fin. Je sais ce que ma fille a 18 ans, pour moi être mère c'était incroyable. Voilà, donc je suis descendue de 1000 étages, ça c'est sûr, mais parce que je me suis rendu compte que je n'allais pas bien et parce que j'avais envie d'aller mieux. Et même encore aujourd'hui, j'ai envie de sortir de ça.
Je dirais que c'est pas encore tout à fait ça, mais il faut en parler. Vraiment, ça c'est un conseil. Je pense qu'encore une fois, vous avez déjà entendu, mais que je le redis. Parlez-en. Et si je peux dire, en fait, c'est grâce en fait à la dépression que j'ai appris beaucoup de choses et que j'ai découvert que j'avais une partie de moi qui était forte et résiliente. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris à lâcher prise, notamment sur les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et quand on n'a pas le contrôle, c'est très compliqué. Et ça, c'était vraiment quelque chose à laquelle j'avais pas le contrôle. De toute façon, dans ces moments-là, on ne l'a pas. Et surtout, il faut se dire, je suis une bonne maman pour mon fils ou pour ma fille, et je fais toujours de mon mieux. Et c'est pas parce qu'un tel va dire moi je fais ça comme ça et moi je fais ça comme ça, mais en fait moi je fais comme j'en ai envie et je fais surtout de mon mieux. Donc voilà, un autre conseil que je pourrais donner, c'est de renouer un petit peu avec l'activité physique, avec le sport, trouver quelque chose qui arrive à vous défouler, à vous faire un bien fou et réussir à l'intégrer en fait dans une routine, parce que des fois ça peut aider à évacuer le stress et être en forme. Donc voilà, c'est vrai que j'ai passé 8 mois de ma vie à pas me sentir bien dans ma tête et j'ai pris tous les moyens pour essayer de me guérir. Alors voilà, ça peut paraître long et ça peut paraître long. c'est une période qui aussi permet de se redécouvrir et de retrouver en fait des bases qui... Enfin, et un autre conseil que je peux donner, c'est que tout simplement vous n'êtes pas seul, que ce soit par téléphone, en clinique, en ligne. Il y a tellement de ressources aujourd'hui qui existent pour pouvoir en fait sortir de là. Mais voilà, si aujourd'hui tu m'écoutes et que tu penses que tu vois mal et que tu es une mauvaise mère et que tu es en dépression postpartum, tout simplement. Voilà, il y a de l'aide. Il faut crier à l'aide et des fois on a besoin d'un gros coup de pouce pour pouvoir aboutir à tout ça.